le chat sur votre droite. Donc, juste confirmer que vous nous entendez bien. Et à la suite de ça, nous allons pouvoir commencer notre petit webinaire sur l'IRPP, les trucs et astuces. Super. Merci de votre tour. Bah, écoutez, on est très enchanté de vous recevoir ce matin en webinaire avec Janie et Olivier. On va se faire un plaisir de vous présenter les trucs et astuces. Alors, juste avant de présenter les trucs et astuces, nous allons parler un peu de l'équipe gestion privée. KPMG a depuis quelques années spécialisé des experts comptables et des avocats avec en lien KPMG Avocats sur la gestion privée. Nous accompagnons nos clients et des non-clients à la réalisation d'un patrimoine privé et professionnel. Et en région Nord-Pas-de-Calais, nous avons une équipe de 8 personnes réparties sur l'ensemble de la région. Alors aujourd'hui, avec Janie, nous avons le plaisir de vous animer cette webconférence sur l'IRPP. Alors trucs et astuces, vous avez compris que nous allons pouvoir, et bien sûr, pardon, c'est le direct. Voilà, super. Le sommaire, j'ai eu peur tout d'un coup. Le sommaire, alors peut-être nous allons faire des frustrés parce que vous comprenez bien qu'en 45 minutes, nous n'aurons pas la possibilité de voir l'exhaustivité des points spécifiques liés à la déclaration d'impôt sur le revenu. Néanmoins, si vraiment vous aviez des questions à la suite de ce webinaire, on se fera un plaisir de prendre via le chat, soit d'y répondre en lien avec Olivier Gilbert, hein, qui est en charge de répondre à vos questions, ou s'il y avait des questions un peu plus spécifiques, bien évidemment, on se fera un plaisir de revenir vers vous. Alors, malheureusement, nous avons dû faire un choix pour ce webinaire de 45 minutes. Janie va nous faire le plaisir de nous présenter les spécificités notamment du nouveau barème, le rappel sur les modalités de paiement de l'impôt, c'est plutôt sympathique, puisque vous savez qu'avec la retenue à la source, le prélèvement à la source, il y a eu quelques modifications depuis 2 ans et on a encore quelques questions de la part de nos clients. On continuera sur le quotient familial, traitement et salaire, ainsi que l'allocation immobilière, hein, qui est un grand sujet au niveau de la déclaration d'impôt sur le revenu, et je me ferai un plaisir de reprendre la main ensuite pour vous parler des valeurs mobilières et des crédits et réductions d'impôt. Donc, je laisse la parole à Janie qui va pouvoir et nous allons pouvoir commencer ce webinaire. Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire. Donc je me présente, Janie Tanguy, donc je fais partie de l'équipe gestion privée qu'a présenté Anthony. Moi, je suis juriste fiscaliste chez KPMG Avocats, spécialisée dans la fiscalité du dirigeant et du patrimoine. Donc on accompagne les dirigeants dans les opérations d'organisation et restructuration de leur patrimoine professionnel et privé. Je vous propose de commencer du coup la présentation de ce webinaire sur l'IRPP, les trucs et astuces. Tout d'abord, quelques précisions pratiques, donc notamment sur les dates limites de dépôt des déclarations IRPP. Donc les déclarations papier, c'était le 8 avril. Il y en a normalement plus beaucoup puisque en principe, on est obligé de les déposer via impôt.gouv ou en EDI, de manière dématérialisée. Pour ceux toutefois qui n'auraient pas de connexion internet ou qui sont dans les quelques cas qui restent où il n'est pas possible de déclarer en version dématérialisée, la date était au 8 avril. Pour les autres, donc la très grande majorité qui déposent les déclarations de revenus par voie dématérialisée, sur le site impôt.gouv, les dates diffèrent selon les numéros, enfin les zones en fait, des différentes régions. Donc pour la région Nord-Pas-de-Calais, nous on a la date de dépôt impôt.gouv au 8 juin. Ensuite, pour ceux qui déposeraient en EDI, donc par l'intermédiaire d'un expert comptable, la date est repoussée au 30 juin. Donc, sont concernés les contribuables qui, d'une part, ont recours à un expert comptable pour souscrire leur déclaration de revenus et qui, d'autre part, ont soit des revenus professionnels, donc type bénéfices agricoles, bénéfices industriels et commerciaux ou bénéfices non commerciaux, des rémunérations de gérance, ou encore pour les contribuables qui sont tenus de souscrire une déclaration IFI. Une grande nouveauté aussi cette année, la déclaration de revenus et la déclaration sociale des indépendants, donc pour les travailleurs non salariés, sont fusionnées. C'est-à-dire que les travailleurs non salariés
n'auront pas à déposer de déclaration sociale des indépendants auprès de l'URSSAF. C'est les revenus qui seront déclarés directement sur la déclaration de revenus qui serviront à l'URSSAF. Donc normalement, quand vous déposez votre déclaration, vous êtes connu comme travailleur non salarié, donc comme travailleur indépendant. Et à partir de là, certaines cases et informations sont à renseigner et en fait, les 2 déclarations sont ainsi fusionnées. C'est pour limiter les obligations, hein, déclaratives, des des travailleurs non salariés. Sur ce slide, on vous présente le barème, donc applicable pour les revenus, 2020. Donc en fait, la nouveauté sur ce barème, ça a été la suppression de la tranche à 14 qui a été ramenée à 11 et parallèlement, les seuils d'entrée dans les deuxième et troisième tranches ont été abaissés. Ce mécanisme entraîne, automatiquement une baisse, de l'impôt pour les revenus modestes. Parallèlement, le calcul de la décote a été aménagé et la réduction d'impôt qui s'appliquait pour les revenus modestes a été supprimée. L'aménagement de ce barème, a été immédiatement pris en compte dans le calcul des taux de prélèvement à la source qui ont été, appliqués, depuis le 1er janvier 2020. Car comme vous le savez tous, déjà, le prélèvement, aujourd'hui, l'impôt sur le revenu est payé par, prélèvement à la source. Hem et pour certains revenus, donc typiquement, les traitements et salaires, pensions de retraite, BIC, BNC, BA. Après d'autres revenus, sont exclus, du prélèvement à la source car taxés déjà à un taux forfaitaire. Donc là, ça va être tout ce qui est plus-value professionnelle à long terme, revenus de capitaux mobiliers ou, plus-value immobilière. Et ensuite, il y a des revenus qui sont, on va dire exclus du prélèvement à la source de droit commun parce qu'ils sont déjà, ils entrent déjà dans le champ d'application d'une, taxation, particulière. Donc typiquement les salaires qui sont versés à des non-résidents. Il y a un prélèvement à la source depuis très longtemps, mais qui est différent du prélèvement à la source qu'on connaît, sur les revenus, de droit commun. Donc toujours pour expliquer, le mécanisme du prélèvement à la source, pour comprendre un petit peu comment se passe la déclaration de revenus. En fait, l'impôt, il est payé donc par retenue à la source pour les revenus qui sont versés par un tiers, payeur. Donc typiquement les salaires et les pensions de retraite. Ça veut dire que c'est l'organisme ou l'employeur qui verse le salaire qui va retenir l'impôt. Donc là, c'est une véritable retenue à la source. Ou alors par voie d'acompte pour les autres revenus qui, eux, n'ont pas de tiers payeur. Donc typiquement, des bénéfices professionnels, donc quelqu'un qui a des BIC, des BA ou des BNC, va payer le prélèvement à la source par voie d'acompte directement prélevé sur son compte bancaire. Il en est de même pour les, rémunérations des dirigeants article 62, donc ce sont les dirigeants, majoritaires qui n'ont pas de fiche de paye. Donc en fait leur prélèvement à la source est pris par, voie, d'acompte directement sur leur compte bancaire. Juste pour un petit rappel, du fonctionnement, du prélèvement à la source. Aujourd'hui, en mai-juin, 2021, donc vous allez souscrire votre déclaration des revenus que vous avez perçus en 2020, mais sur lesquels, en fait, durant l'année 2020, vous avez déjà payé tous les mois ou tous les trimestres, un prélèvement à la source. La déclaration des revenus sert à ajuster ce montant de prélèvement à la source qui a été pratiqué. Et en août, vous allez recevoir un avis d'imposition de vos revenus 2020 sur lequel l'administration va déduire le montant du prélèvement à la source que vous avez déjà payé durant l'année 2020. En cas d'insuffisance de prélèvement à la source, il faudra payer, un complément qui généralement est étalé de septembre à décembre. Dans le cas contraire, dans le cas où vous auriez payé trop de prélèvements à la source par rapport à l'impôt réellement dû, l'État vous rembourse ce complément. Et la déclaration de revenus qui va être déposée va aussi servir à actualiser votre taux de prélèvement. Si les revenus ont varié, ce taux va être ajusté, pour les revenus perçus de septembre à décembre et puis pour ceux qui seront perçus, heu, en début d'année, 2022. Un petit rappel important, je pense quand on fait la déclaration de revenus, c'est le, quotient familial et notamment, donc les règles de l'imposition commune ou, de rattachement des enfants. Car en matière d'impôt sur le revenu, le contribuable, c'est le foyer fiscal.
Donc il est important de savoir qui est-ce qu'on inclut dans ce foyer fiscal, parce que ça veut dire qu'on va devoir déclarer l'ensemble des revenus des personnes composant ce foyer fiscal. Quelques rappels de règles sur, l'imposition commune. Sont tenus de déposer une déclaration commune les couples qui sont mariés ou les partenaires de Pacs. Donc dès lors qu'on est marié ou pacsé, ce n'est pas un choix, on est obligé de déposer une déclaration commune. Qu'importe le régime, matrimonial choisi, que l'on soit en séparation des biens ou en communauté des biens. Normalement, si on est marié, on dépose une, déclaration commune. Pareil pour les partenaires de Pacs. Une exception, l'année du mariage ou du Pacs, les contribuables peuvent choisir d'être imposés ensemble pour toute l'année ou séparés pour toute l'année. Donc c'est vraiment l'année où intervient l'événement, donc le mariage ou le Pacs, que, cette option est ouverte. Par contre, l'année suivante, la déclaration est forcément commune. En cas de séparation ou de divorce en cours d'année, les contribuables sont considérés comme séparés pour l'année entière. En fait, l'année du divorce ou de la séparation, on prend en compte la situation au 31 décembre. Donc, en fait, c'est pour chaque conjoint ou ex-conjoint vont déposer une déclaration individuelle pour l'année entière. Concernant le rattachement des enfants, donc les enfants mineurs, donc normalement, sont rattachés au foyer fiscal et à leurs parents. En cas de séparation, l'enfant est réputé être à la charge du parent chez lequel il a sa résidence principale ou habituelle. Et en cas de garde alternée, l'enfant est réputé être rattaché à chacun des parents. Donc en fait, l'avantage fiscal est partagé par moitié entre chacun des parents. Concernant les enfants majeurs, ils peuvent être rattachés donc jusqu'à l'âge, tant qu'ils ont moins de 21 ans, ils peuvent être rattachés, au foyer fiscal. S'ils ont moins de 25 ans, ils peuvent également être rattachés, mais uniquement s'ils poursuivent leurs études. Alors attention, si les enfants majeurs sont rattachés au foyer fiscal, vous ne pourrez pas déduire de pension alimentaire. Je prends typiquement le cas, d'un enfant, de moins de 25 ans qui est étudiant. Si on le rattache au foyer fiscal, on ne va pas pouvoir déduire l'argent de poche et les frais qu'on prend en charge, à titre de pension alimentaire. Inversement, si les enfants majeurs se déclarent séparément et que vous survenez toujours à leurs besoins, là, vous pourrez déduire une pension alimentaire. Mais c'est l'un et l'autre. Soit ils sont rattachés au foyer fiscal et on ne déduit pas de pension alimentaire, soit ils ne sont pas rattachés, c'est-à-dire qu'ils se déclarent seuls. Et si leurs ressources sont insuffisantes et que vous survenez à leurs besoins, dans ce cas-là, vous pourrez aller déduire une pension alimentaire. Je vous propose de vous présenter donc les règles, applicables aux traitements et salaires. Donc forcément, on n'a pas été exhaustif puisque le temps qui nous est imparti est assez court. Donc les traitements et salaires, c'est quoi? Ça va être les revenus des professions salariées, donc les salaires, indemnités journalières de maladie, maternité ou paternité. Les revenus des salariés à domicile, donc tous les employés par des particuliers employeurs qui sont payés par des CESU, des TESA ou Page emploi, et les rémunérations des associés et gérants majoritaires. On va également trouver les pensions de retraite, qu'elles soient versées, en rente, en capital, les pensions à invalidité, les pensions alimentaires ou, les rentes, viagères à titre onéreux. Donc là, un petit extrait de comment se présente la déclaration, la partie sur les traitements et salaires avec toutes les différentes catégories, de revenus, relevant de cette catégorie. Donc pour les rémunérations des professions donc dites salariées, sont à déclarer dans ces cases, l'ensemble des montants qui sont perçus à titre donc de rémunération salariée, donc pour les titulaires d'un contrat de travail. Donc là, on va retrouver la rémunération, les primes, toutes les sommes qui ont pu être perçues au titre de l'intéressement lorsqu'elles n'ont pas été affectées sur un plan d'épargne salariale, un PERECO ou un PERCO. Les sommes perçues au titre de la participation lorsqu'elles n'ont pas été affectées à de l'épargne salariale. Les rémunérations donc perçues par les salariés, à domicile, les indemnités journalières en cas de maladie, maternité ou paternité. Ces montants, en principe, ils sont pré-remplis, car comme on le disait tout à l'heure, il y a un tiers payeur, donc l'employeur. L'employeur déclare, tous les mois, les rémunérations qu'il verse. Donc en fait, l'administration, normalement, elle a connaissance de ces montants et ils sont pré-remplis. Donc ce qu'il faut faire, c'est vérifier que le montant pré-rempli est correct. Donc notamment s'il y a eu, plusieurs employeurs dans l'année, voilà, vérifier que les montants ont quand même tous bien été, reportés. De le modifier si jamais, il n'est pas correct et faut être, en fait, particulièrement vigilant dans certaines, situations, notamment des professions qui bénéficient d'abattements spécifiques
Alors, les journalistes, les assistantes maternelles, les apprentis ou les élus locaux, car dans ce cas, les montants peuvent être reportés, mais les abattements sont très spécifiques et ne sont du coup pas calculés automatiquement par l'administration. Pareil, en cas de décès d'un conjoint, dans l'année, il faut être vigilant aux montants qui sont reportés, car là, il y a 2 déclarations et du coup, les montants ne sont généralement reportés que sur une des déclarations. Les heures certaines heures, enfin les heures supplémentaires qui sont, exonérées, donc les heures supplémentaires sont en principe exonérées à hauteur de 5 000 € par an. Faut savoir que ce plafond a été, porté à 7 500 € par an en présence d'heures supplémentaires et complémentaires qui ont été travaillées entre le 16 mars et le 10 juillet 2020. C'est vrai que cette année, a été très, très particulière, enfin l'année 2020 a été très particulière, donc du coup, il y a certaines spécificités. Donc là, notamment, ces plafonds d'heures supplémentaires qui ont été majorés pendant la période, on va dire du premier confinement et de la première partie de l'état d'urgence. Certains salariés ont également, pu percevoir des primes, exceptionnelles de 1 000 ou 2 000 €, donc ce qu'on appelle, la prime, Macron qui avait déjà pu être versée, en 2019. Donc cette prime est donc, exceptionnelle de pouvoir d'achat et qui a été versée au plus tard au 31 décembre 2020, est exonérée, dans la limite de 1 000 € ou 2 000 € pour les, employeurs qui avaient mis en place un accord d'intéressement avant le 31 août, 2020. Toujours lié à cette année qui a été très particulière, un petit mot sur la déclaration des indemnités de chômage. Juste une petite alerte sur le fait que donc selon qu'on ait été en chômage total ou en chômage partiel, ce ne sont pas les mêmes cases qui sont à remplir sur la déclaration de revenus. Pour ce qui est des enfants rattachés au foyer fiscal, donc le principe, c'est que si on les a rattachés au foyer fiscal, du coup, ils sont rattachés donc pour l'année entière et on doit déclarer, l'ensemble de leur rémunération. Sauf dans certains cas où il y a certains seuils, d'exonération applicables aux enfants rattachés, donc notamment les rémunérations qui sont perçues par des enfants qui exercent des activités salariées pendant leurs études, secondaires ou supérieures. Donc les petits jobs d'été, ou les jobs étudiants, sur l'année scolaire, ou universitaire, qui peuvent en fait être exonérés à hauteur de 3 SMIC mensuels. Donc cette année pour l'année 2020, si vos enfants, rattachés ont, travaillé pendant leurs études, comme vous les rattachez, vous devez déclarer leur rémunération, mais jusqu'à 4 618 €, ils sont, exonérés. De même, les gratifications qui sont perçues, au cours d'un stage ou de période de formation en milieu professionnel sont exonérées à hauteur de 1 SMIC, donc à hauteur de 18 473, € sur l'année 2020. Il en est, de même pour les salaires, perçus par les, apprentis, donc des titulaires d'un contrat d'apprentissage. Dans la catégorie des traitements et salaires, on va également retrouver les rémunérations des associés et gérants majoritaires. Donc sont notamment, compris dans cette catégorie les gérants majoritaires, de SARL à l'impôt sur les sociétés, qui en fait sont affiliés au régime de sécurité sociale des indépendants en tant que travailleurs non salariés. Leurs rémunérations de gérance sont imposables, fiscalement dans la catégorie des traitements et salaires. Donc c'est pareil, il y a une case spécifique pour les déclarer, c'est la ligne 1 GB. Alors c'est très important de ne pas les déclarer dans la même case que les traitements et salaires issus de, professions salariées, donc contrat de travail. Pourquoi? Bah, comme je l'ai expliqué plus haut, les, gérants majoritaires n'ont pas de fiche de paie, ce qui veut dire que le prélèvement à la source ne se fait pas par retenue à la source, mais par, acompte prélevé directement sur le compte bancaire. Donc il faut bien isoler ces rémunérations, pour que derrière la déclaration génère en fait le calcul et le prélèvement de ces acomptes. Donc ensuite juste un petit tableau récapitulatif pour, bien comprendre la différence entre les gérants majoritaires et minoritaires. Donc les gérants majoritaires en fait, ils sont, affiliés en tant que travailleurs non salariés au régime de sécurité sociale. Ils n'ont pas de fiche de paie. Leur prélèvement à la source se fait par voie d'acompte et du coup, ils ont une ligne, la ligne 1 GB pour déclarer leur rémunération. Par contre, les gérants minoritaires, eux, ils sont affiliés au régime de sécurité sociale des salariés. Ils sont affiliés au régime général. Ils ont une fiche de paie, donc en fait, eux, leur prélèvement à la source se fait par retenue à la source sur la fiche de paie.
et normalement leurs, rémunérations sont pour le coup préimprimées sur la ligne 1 AJ. D'autres revenus sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires, donc des revenus un petit peu spécifiques. On va retrouver notamment, tout ce qui est droits d'auteur perçus par les écrivains et compositeurs lorsqu'ils sont intégralement déclarés par des tiers. Les commissions versées aux agents, généraux d'assurance qui ont opté pour le régime, des salariés, donc à condition que ces dernières aient été intégralement versées par des tiers et que les intéressés ne bénéficient pas d'autres revenus professionnels, donc à l'exception de courtage ou autres rémunérations accessoires à leur profession. Les rémunérations, versées aux journalistes titulaires de leur carte professionnelle et les salaires perçus par des non-résidents. Donc ces salaires ont en principe été soumis à une retenue à la source, en France. Ils doivent quand même être intégralement, déclarés, quand bien même il y a eu une retenue à la source et quand bien même cette retenue à la source, serait, libératoire. Les montants qui sont déclarés dans les traitements et salaires, de ces revenus, on va déduire, les cotisations sociales. Donc pour les salariés, ça va être tout ce qui est, cotisations sociales au régime de sécurité sociale, au régime de retraite complémentaire, les sommes qui ont pu être versées pour des rachats de trimestres, donc dans la limite de 12, et puis les sommes qui sont versées au régime de retraite, supplémentaire, de prévoyance complémentaire. Pour les gérants majoritaires, on va également venir déduire, les cotisations, sociales au régime obligatoire et facultatif et les primes versées au titre d'un régime d'assurance de groupe. On doit également déclarer dans la catégorie des traitements et salaires, les avantages en nature qui ont pu être perçus, donc soit par le travailleur salarié, soit par le gérant majoritaire. Ces avantages en nature, peuvent notamment résulter, de la prise en charge de nourriture, de logement ou d'un véhicule. Donc les avantages en nature constituent un élément de rémunération imposable à l'impôt sur le revenu dans les traitements et salaires et également aux cotisations sociales. Et leur évaluation se fait généralement de manière forfaitaire en fonction d'un barème. En fait, pour chaque catégorie d'avantages en nature, il y a un barème qui est prévu et on évalue ainsi le montant de cet avantage. Pour la prise en compte, des frais professionnels, sur les rémunérations, donc salariées ou, de gérance majoritaire, on va appliquer un abattement de 10 qui représente en fait les frais que le contribuable est censé avoir exposés pour, on va dire, acquérir son revenu, taxable. Les frais de déplacement, les frais de restauration sur le lieu de travail, les frais de documentation, personnelle. Cet abattement de 10 est forfaitaire et il est, en principe appliqué automatiquement, sur les revenus déclarés. Le minimum de déduction, c'est 442 € et le plafond, c'est 12 652 € pour chaque membre du foyer fiscal. Maintenant, il se peut que cet abattement de 10 ne soit pas, suffisant pour prendre en compte l'ensemble des frais que peut avoir, exposé le contribuable et du coup, le contribuable peut parfaitement renoncer à appliquer cet abattement forfaitaire de 10 et à appliquer les frais, réels, à condition qu'ils soient du coup justifiés. Donc là, ça veut si on opte pour les frais réels, ça veut dire qu'il faut qu'on justifie tous les montants qu'on va déduire. Donc là, typiquement, on va retrouver les frais de restauration sur le lieu de travail, donc diminués de l'éventuelle participation de l'employeur à l'acquisition des titres de restaurant. Les frais de transport du domicile au lieu de travail dans la limite de 40 kilomètres à raison d'un aller-retour par jour. Donc là, on a un tableau, hein, qui nous donne un barème permettant de calculer ces frais kilométriques. La limite de 40 kilomètres et d'un aller-retour, c'est la limite qui, en principe, s'applique. Maintenant, si pour des raisons, réelles et justifiées, les kilomètres sont plus il y a plus de kilomètres ou il y a plus d'un aller-retour par jour, il est tout à fait possible de déduire, au-delà de cette limite. Maintenant, il va falloir toujours pouvoir le justifier. Les frais de vêtements, peuvent être déduits, mais uniquement pour les professions, pour lesquelles il y a des vêtements qui sont, spécifiques. On ne peut pas déduire, les vêtements qu'on met tous les jours pour, venir, au bureau. C'est vraiment pour certaines professions qui vont avoir des tenues, très spécifiques. Les frais de double résidence peuvent également être, déduits, lorsque, pour des raisons professionnelles, il y a un lieu distinct pour l'un des membres du foyer fiscal du domicile habituel. Là, pareil, il faut être très vigilant et surtout pouvoir, très bien justifier les frais qu'on va passer en déduction. Un petit mot, toujours sur cette année, si particulière qu'on a passée, c'est, la prise en compte des frais de télétravail. Donc en fait, les salariés qui ont télétravaillé
peuvent prendre en compte les frais qu'ils ont engagés pour l'exercice de leur activité professionnelle, à hauteur de certains montants et toujours à condition de pouvoir les justifier. Donc on va retrouver les frais de communication, frais de téléphone portable, frais de fourniture et imprimés, les dépenses d'acquisition de mobilier et de matériel informatique, les frais liés à l'utilisation d'un local, au prorata de la surface en fait de ce local qui aura été affecté à l'activité professionnelle, pendant les jours, télétravaillés. Donc en fait, ces dépenses, elles peuvent tout à fait être prises en compte et portées en déduction, mais, elles doivent pouvoir être justifiées, ça c'est vraiment très important et surtout elles doivent pouvoir être considérées comme engagées pour les besoins de l'activité professionnelle. Donc attention, puisque dans cette liste, il y a quand même beaucoup de dépenses qui finalement sont mixtes et peuvent, avoir un caractère à la fois quand bien même elles ont été engagées en partie pour l'activité, télétravaillée, elles peuvent aussi, avoir été engagées dans l'activité, plus personnelle. Donc c'est là où il faudra être vigilant et surtout en cas d'utilisation mixte, il faudra pouvoir appliquer, un prorata et justifier de ce prorata. Par contre, en cas de télétravail, on ne peut pas déduire des frais de repas, supplémentaires et on ne peut pas déduire des frais de garde de jeunes enfants. Pareil, attention, certains employeurs ont versé des allocations pour couvrir les frais de télétravail. Donc là, attention, l'allocation n'est pas imposable, mais parallèlement, les frais couverts par cette allocation, ne sont pas déductibles. Concernant les pensions, de retraite, donc toujours dans la catégorie des traitements et salaires, on va devoir déduire, tout ce qui est pension de retraite. Donc là, ça va être les pensions qui sont perçues par les contribuables, les rentes perçues à la sortie d'un PERP, d'un préfonds, d'un Matelin, les rentes provenant d'un PER, obligatoire, individuel ou d'un PERECO. Donc sauf pour les versements, de l'épargne salariale ou des versements volontaires qui n'avaient pas été déduits à l'origine. Les rentes provenant de versements, sont également, attention, soumises aux prélèvements sociaux et on retrouvera également les prestations de retraite qui sont versées sous forme de capital. Donc juste quelques mots, donc à l'échéance d'un PER, obligatoire individuel ou d'un PERECO, le capital est versé donc de la manière suivante. La part qui correspond au montant des versements obligatoires ou volontaires qui ont été déduits au moment de leur versement est imposable au barème de l'impôt sur le revenu, sans abattement de 10 et sans possibilité d'option pour un taux forfaitaire de 7,5. La part qui, en revanche, correspond au produit, elle, est soumise à un prélèvement forfaitaire, au prélèvement forfaitaire unique de, 12,8. Sauf pour les travailleurs non salariés qui, en 2020, ont fait un rachat exceptionnel sur un PER individuel à hauteur de 8 000 € maximum, pour lesquels ils bénéficient, d'une exonération à hauteur de 2 000 €. Donc ça, c'est une mesure spécifique qui avait été mise en place, en 2020, dans le contexte de la crise, sanitaire. Pareil pour le capital qui est versé à l'échéance et qui provient de l'épargne salariale ou en cas de sortie anticipée dans les cas, prévus par la loi. Donc effectivement sur les PER, il y a des cas, hein, prévus par la loi de sortie anticipée. Donc dans ces cas-là, heu, on n'est pas, on n'est pas obligé de les déclarer. Pour les frais pris en compte, donc les pensions de retraite sont soumises, au barème de l'impôt sur le revenu et bénéficient d'un abattement représentatif des frais et charges, de 10. Cet abattement, il est, d'un montant minimal de 394 € par titulaire de pension au sein du foyer et d'un montant maximal de 3 858 €, mais là, par foyer. On vous rappelle que sur le revenu global, on peut déduire, les montants de cotisations qui sont versés sur des plans d'épargne retraite. Ces cotisations sont déductibles, du revenu global dans la limite d'un certain plafond annuel, à condition donc de ne pas avoir opté pour la non-déduction des cotisations versées et de ne pas déjà avoir déduit le montant versé d'une autre catégorie de revenus. Si on a déduit les montants versés sur un PER et qu'on l'a déduit dans un BA, BIC ou BNC, on ne peut pas aller le redéduire du revenu global. Bon à savoir, pour les membres d'un couple marié ou pacsé soumis à une imposition commune, il est possible de demander la mutualisation de ces plafonds de déduction. Dans ce cas, le plafond de chacun des membres et le montant des cotisations versées par chacun d'eux est mutualisé. Par ailleurs, le plafond qui n'a pas été utilisé au titre d'une année se reporte sur les années suivantes.
Je vous propose maintenant de passer aux revenus des locations immobilières. Donc, qu'est-ce qu'on entend par location immobilière? En fait, on a 3 catégories, enfin, les locations immobilières peuvent relever de 3 catégories de revenus. Soit des revenus fonciers, donc là, c'est pour les revenus qui vont être issus des locations, de locaux nus, habitations, locaux commerciaux, locaux professionnels. Les bénéfices industriels et commerciaux, donc là, ça va être pour les locations meublées, donc soit des locations d'habitation à l'année ou des locations touristiques, les locaux commerciaux entièrement équipés, ou les locations de salles, de réception. Et enfin, des bénéfices non commerciaux, là, c'est pour les sous-locations, d'immeubles. Lorsqu'on sous-loue un immeuble nu, on relève, de la catégorie des BNC. Quelques mots sur les revenus fonciers. Donc en fait, pour les revenus fonciers, il existe 2 régimes d'imposition possibles. Le régime microfoncier. Donc dans ce cas, il n'y a pas de déclaration spécifique à faire, donc notamment pas de déclaration 2044 ou 2044 SP. Le montant des recettes se reporte directement sur l'imprimé, 2042, donc l'imprimé, on va dire, principal de la déclaration de revenus. Et les recettes, en fait, elles sont déclarées et elles sont, imposées après l'application d'un abattement forfaitaire de 30. Cet abattement étant censé représenter l'ensemble des charges déductibles des revenus fonciers. Ce régime a le mérite de la simplicité. Par contre, il ne permet pas de prendre en compte les dépenses réelles et donc il ne permet pas de générer un déficit foncier. L'autre régime, d'imposition, applicable, c'est le régime réel. Donc dans ce cas, le contribuable est imposé d'après les recettes encaissées et les dépenses déductibles payées. Par contre, il implique la souscription d'un imprimé spécifique, qui est l'imprimé 2044 ou l'imprimé 2044 SP, si, en plus de la déclaration réelle, il y a un régime, spécifique. Il est possible dans ce cas, bien évidemment, de générer un déficit foncier et attention, aux dépenses, déductibles des revenus fonciers, selon le type, de local. On y reviendra plus tard. Donc en fait, le régime microfoncier, il est applicable dès lors que les recettes, encaissées par le foyer fiscal sont inférieures à 15 000 €. Ce montant de recettes s'apprécie vraiment au titre de l'année civile sans prorata. Ça veut dire que si on a loué un immeuble qu'en décembre, 2020, on a perçu moins de 15 000 € de recettes, on peut tout de même être au microfoncier. Quand bien même l'année suivante, on n'y sera pas parce qu'on aura peut-être loué l'immeuble toute l'année et qu'on est au-dessus des recettes. C'est vraiment un montant qu'on ne proratise pas. Le régime est applicable aux contribuables qui détiennent des parts de SCI à l'IR, mais uniquement si parallèlement ils détiennent un immeuble en direct. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, j'ai des parts de SCI à l'IR et que je perçois moins de 15 000 € de recettes, normalement je ne peux pas être sous le régime microfoncier, sauf si j'ai des revenus issus de parts de ce SCI à l'IR et parallèlement j'ai un immeuble détenu en direct. Si l'ensemble de mes recettes, dans ce cas-là, est inférieur à 15 000 €, je peux, être sous le régime du microfoncier. En revanche, sont toujours exclus du régime microfoncier, donc les revenus fonciers qui proviennent de parts tels que les SCI, SCPI ou FPI. Les immeubles loués qui bénéficient de dispositifs particuliers. Donc dans les dispositifs particuliers, on va retrouver les monuments historiques, Périssoles, Besson, Gros Biens, Borloo, celliers intermédiaires. Et si la détention, de parts, de SCPI qui donnent en location un ou plusieurs immeubles bénéficient d'un régime particulier. Le régime, du microfoncier, donc c'est l'imposition des seules recettes après un abattement forfaitaire de 30 et il n'y a pas de déclaration spécifique. On reporte directement les recettes sur la ligne 4BE, de la déclaration 2042. Le régime réel. Donc le régime réel au niveau des revenus fonciers, lui, il s'applique soit de droit pour les contribuables qui sont exclus du régime microfoncier, donc notamment, les personnes dont les revenus fonciers, ou ont des revenus fonciers qui proviennent uniquement de parts de SCI, ou alors ont des revenus fonciers des recettes qui vont excéder les 15 000 €, auquel cas ils vont être de droit sous le régime réel. Ce régime peut également s'appliquer sur option. C'est-à-dire le contribuable relève de droit du régime microfoncier, mais en fait, comme il a fait des travaux, déductibles, il veut opter pour, le régime réel, bah, c'est tout à fait possible. Cette option est alors irrévocable pendant 3 ans et ensuite elle se renouvelle chaque année. C'est-à-dire que dès lors qu'on va opter pour le régime réel pendant 3 ans, on ne pourra pas revenir au microfoncier et ensuite tous les ans on pourra choisir. L'option pour le régime, réel se matérialise par le seul dépôt de la 2044. Il n'y a pas de courrier spécifique à faire. Dès lors qu'on dépose un imprimé 2044, on est considéré comme optant pour le régime, du réel.
Quelles sont les caractéristiques de ce régime? C'est le dépôt d'un imprimé spécifique, 2044 ou 2044 SP. La déclaration des recettes brutes, donc le montant des loyers qui ont été encaissés et la déduction des frais et charges déductibles, donc des frais et charges qui ont été payés. En revenu foncier, on est toujours en recettes encaissées et en dépenses payées. Heu, un tableau de synthèse en fait des charges qu'on peut déduire avec une distinction immeuble à usage d'habitation ou immeuble à usage autre que l'habitation, car cela change, par rapport à certains types de de charges déductibles. Donc on va toujours pouvoir déduire les charges de gestion courantes, hein, donc les frais d'administration, les primes d'assurance, on peut déduire pour chaque local, un montant forfaitaire de 20 € qui représente en fait les autres frais de gestion. Donc ce montant, il n'a pas à être justifié, il est de droit. Pour chaque local, on a cette déduction forfaitaire de 20 €. On va ensuite pouvoir déduire, tous les impôts et taxes, la taxe foncière notamment. Attention, on ne peut pas déduire, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, car la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, elle est, à la charge du locataire. Donc normalement, on ne peut pas la déduire. Sauf à dire que le jour où le locataire part, il ne nous a en fait jamais remboursé les montants de taxe d'enlèvement des ordures ménagères et c'est uniquement dans ce cas-là qu'on peut la, passer en déduction. Mais à condition de bien pouvoir prouver qu'on a quand même cherché, pendant le temps où cette personne a été locataire, à récupérer le montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Ensuite, on va pouvoir déduire, les charges de travaux. Donc, sur des locaux à usage d'habitation, on va pouvoir déduire tous les travaux relatifs à de l'entretien, de la réparation et de l'amélioration. En revanche, sur des locaux à usage autre que l'habitation, donc notamment un local commercial, on va pouvoir déduire uniquement les dépenses d'entretien et réparation. On ne peut pas déduire les, dépenses d'amélioration. Qu'importe le local, on ne peut jamais déduire, les travaux de construction, reconstruction ou création de surfaces habitables. Donc attention, lorsqu'on fait des travaux où il y a de l'aménagement de combles, par exemple, une maison, on aménage les combles, on les rend habitables, ces travaux ne sont pas déductibles, car on crée de la surface habitable. On peut également déduire les intérêts d'emprunt, donc tout ce qui va être intérêt en tant que tel, les frais de renégociation et les frais hypothécaires. Concernant le régime réel, quelques alertes. Les frais et charges déduits doivent toujours pouvoir être dûment justifiés par la fourniture de pièces justificatives, donc avis d'échéance, avis de taxe foncière, et les factures. Pour les travaux, il faut absolument être titulaire de factures. Attention aux libellés sur les factures. Pour être recevable, la facture doit impérativement comporter l'adresse de l'immeuble concerné par les travaux. Il faut absolument qu'il y ait l'adresse de l'immeuble locatif. Attention à bien ventiler les factures en cas de réalisation à la fois de travaux déductibles et de travaux non déductibles sur un même local. Donc très important, pour éviter que les travaux soient qualifiés d'indissociables et que l'ensemble des factures soient rejetées. Typiquement, on fait sur un même immeuble des travaux qui vont être déductibles, donc des travaux d'entretien, réparation, amélioration et en même temps on aménage des combles à l'étage. Attention à ventiler les factures qui sont liées à l'aménagement de combles et celles qui sont liées au reste de l'immeuble. Car si c'est flou, l'administration peut rejeter l'intégralité des factures en disant que les travaux sont indissociables, et du coup, ne rien porter en déduction. Concernant les provisions pour les charges pour les immeubles qui sont détenus en copropriété, donc, vous allez déduire en 2020 le montant global qui a été versé au syndic en 2020. Et vous allez également régulariser les provisions que vous avez payées en 2019, en fonction de ce qui finalement était déductible des revenus fonciers et non déductible. Donc normalement, le syndic doit vous adresser, un avis, reprenant l'intégralité de ces charges pour, vous pouvoir, rectifier, enfin régulariser sur, la déclaration de revenus. Lorsqu'on est sous le régime réel des revenus fonciers, on va pouvoir, s'il y a un bénéfice, il sera imposable au barème, progressif de l'impôt, sur le revenu. Avant ça, on va pouvoir venir imputer les déficits des années antérieures qui n'ont pas encore été imputés. Dès lors qu'il y aura une imposition des revenus fonciers, donc au barème de l'IR et aux prélèvements sociaux, le prélèvement à la source se fait également par voie d'acompte. Les revenus fonciers qui ont été soumis à impôt, entraînent, des versements d'acompte, durant l'année.
En cas de déficit foncier, les déficits fonciers, eux, sont hormis, pour les intérêts d'emprunt, ils sont déductibles sur le revenu global jusque 10 700 €. La fraction du déficit foncier qui excède 10 700 € ou celle qui provient des intérêts d'emprunt, constitue ce qu'on appelle un déficit catégoriel et ils sont imputables sur les revenus des 10 autres années. Donc attention, lorsqu'on a imputé un déficit foncier, il faut que l'immeuble soit donné en location pendant 3 ans à compter de l'imputation de ce revenu foncier. Sinon, l'administration fiscale remet en cause l'imputation et hem et le requalifie en déficit, catégoriel. Alors je ne vais pas tous les lister, mais juste une synthèse des différents régimes particuliers qui peuvent s'appliquer en matière de revenus fonciers. Donc on a soit des régimes spécifiques de déduction spécifique des revenus fonciers, certains dispositifs d'amortissement, des dispositifs qui sont liés à des immeubles spéciaux ou encore des réductions d'impôts. Donc à chaque fois, ça peut être des imprimés spécifiques. Le 2044 SP, c'est lorsqu'on a vraiment des déductions qui sont spécifiques aux revenus fonciers ou à l'amortissement. En revanche, les réductions d'impôts, donc ça, c'est les régimes, on va dire, nouveaux, hein, les Pinel, Duflot, de Normandie. Là, c'est un imprimé sur l'imprimé des réductions et crédits d'impôt qu'il faut aller reporter la réduction d'impôt. Concernant la location meublée maintenant. Donc la location meublée, c'est dans une autre catégorie de revenus. Ce ne sont plus des revenus fonciers, ce sont des BIC qui sont à déclarer sur la 2042 C Pro. Donc 2 cas, soit on a de la location meublée professionnelle, donc lorsque les recettes annuelles excèdent 23 000 € et que ces recettes excèdent aussi les revenus, du foyer des revenus professionnels du foyer fiscal et la location meublée non professionnelle, donc lorsque les recettes n'excèdent pas 23 000 € ou que les recettes excèdent 23 000 € mais n'excèdent pas en revanche les autres revenus, professionnels du foyer fiscal. Lorsqu'on est en location meublée professionnelle, on doit déclarer les revenus, sur les cases 5KN à 5KE, donc en revenus industriels et commerciaux professionnels. En revanche, lorsqu'on est en location meublée non professionnelle, il y a, des cases spécifiques, 5ND à 5GG, revenus des locations meublées non professionnelles. Le régime micro-BIC peut s'appliquer, sur les revenus de location meublée. Donc pour les meublés de tourisme ou les chambres d'hôtes, le régime microfoncier s'applique lorsque les recettes, du foyer fiscal pour cette catégorie de revenus sont inférieures à 176 200 € et dans ce cas-là, on bénéficie d'un abattement forfaitaire de frais et charges de 71 %. Attention, pour être dans ces seuils, il faut être, soit chambre d'hôte, soit meublé, de tourisme, c'est-à-dire avoir fait l'objet d'un classement par un organisme certificateur de meublé de tourisme. Il ne suffit pas d'être déclaré à la mairie en tant que meublé de tourisme. Il faut vraiment avoir fait passer un organisme certificateur pour pouvoir relever de ces seuils. Pour les autres meublés, le régime micro-BIC s'applique lorsque les recettes sont inférieures à 72 600 €, et dans ce cas-là, on peut aller rechercher un abattement forfaitaire pour frais et charges de 50 %. Le régime, réel, donc là, on est vraiment sur des revenus, BIC, donc le régime réel implique la tenue d'une comptabilité et l'établissement d'une liasse fiscale dans les conditions de droit commun. Et là, on va retrouver des distinctions, loueur en meublé non professionnel ou loueur en meublé professionnel. L'impact étant principalement, au niveau des déficits. Donc en cas de déficit issu d'un loueur en loueur en meublé non professionnel, il sera imputable sur les BIC non professionnels, de même nature au cours des 10 années, suivantes. Pour les loueurs en meublé professionnel, il sera en revanche imputable, sur le revenu global dans la limitation, Heu, sur le revenu global et si, le revenu global ne suffit pas, on pourra bénéficier d'un report, de six années. Également au niveau des plus-values, selon qu'on est en loueur en meublé professionnel ou non professionnel, on est sous le régime des plus-values, des professionnels ou des plus-values des particuliers. Et en ce qui concerne les cotisations, sociales, donc la loi de finances a changé, mais à compter de 2000, enfin la loi de financement de la sécurité sociale surtout, mais à compter de 2021. Donc pour 2020, pour les locations saisonnières dont, les recettes sont supérieures à 23 000 €, on est affilié au régime de sécurité sociale des indépendants.
Donc c'est à déclarer dans une case spécifique. Sur la déclaration de revenus, on voit il y a une case spécifique pour les revenus qui ont déjà été soumis à cotisation sociale. Donc pour pas que l'administration appelle les prélèvements sociaux. Car si les revenus ne sont pas soumis aux aux cotisations sociales, pardon, dans ce cas-là, ils rentrent dans le champ des prélèvements sociaux de 17,2%. Donc, il faut bien faire attention, si jamais vous avez payé des cotisations sociales sur vos revenus, à bien les déclarer dans la bonne case sur la déclaration de revenus pour ne pas vous faire appeler en plus les prélèvements sociaux. Alors, je vais reprendre la main et vous présenter les revenus des capitaux mobiliers. Et ensuite, nous verrons les crédits d'impôt et réductions d'impôt. On va essayer de récupérer un petit peu le temps. On aura un peu de retard, mais ne vous inquiétez pas, ça reste passionnant. Au niveau des revenus des valeurs et capitaux mobiliers, vous connaissez cette déclaration. Si vous en avez déjà eu, si vous avez déjà perçu des dividendes ou si vous avez par exemple perçu des intérêts provenant d'assurance vie. Ce qui est important à savoir, c'est qu'il existe deux types dans les revenus valeurs de capitaux mobiliers. Vous avez des prélèvements et soit ils sont dits libératoires, c'est-à-dire que l'organisme qui vous a versé vos revenus, soit les dividendes, soit les intérêts, libère et vous n'avez plus d'impôts à payer dessus, ou non libératoire, c'est-à-dire que vous devez redéclarer ces revenus. Alors, pour les produits de placement à revenus fixes, on a ce qu'on appelle un prélèvement forfaitaire non libératoire, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas échapper au-delà de ça à l'imposition. Et à ce jour, depuis le 1er janvier 2018, il est fixé à 12,80%. Pour les produits et gains de bons contrats de capitalisation et d'assurance vie, cette fois-ci, vous avez également un prélèvement forfaitaire non libératoire. De toute façon, pour simplifier, aujourd'hui, il faut savoir que dans 95% des cas des revenus que vous allez percevoir, vous avez un prélèvement forfaitaire non libératoire. Il peut être libératoire, et on le verra dans un ou deux slides futurs, uniquement sur certains contrats d'assurance vie et en fonction de la date à laquelle vous avez réalisé les versements. Mais sinon, vous ne prenez pas beaucoup de risques à retenir que 95% des produits que vous allez recevoir relèvent plutôt d'un prélèvement forfaitaire non libératoire. Alors, si je reviens au versement des contrats d'assurance vie pour les versements effectués après le 22 septembre 2017. Alors, pourquoi le 22 septembre 2017? Parce qu'il y avait une réforme cette année-là. Et donc, vous avez plusieurs cases. D'ailleurs, vous ne voyez pas ma souris, mais si vous regardez le document issu de votre déclaration d'impôt sur revenu, il précise toujours de bien indiquer si c'était des sommes relatives à des versements avant le 22 septembre 2017 et après le 22 septembre 2017, notamment aussi par rapport à la CSG. Et donc, si vos contrats ont une durée de vie inférieure à 8 ans, c'est comme ce qu'on voyait tout à l'heure, et notamment pour les dividendes, c'est 12,80. Et si vous avez des contrats qui ont plus de 8 ans, le prélèvement forfaitaire non libératoire est de 7,5%. Alors, il faut savoir aussi que pour certains contrats, et c'est à vous de faire le calcul, pour certains contrats, notamment les contrats qui ont plus de 8 ans, pour les contrats de bons et contrats de capitalisation et d'assurance vie, vous bénéficiez d'un abattement sur les intérêts perçus de 4 600 € pour un célibataire et 9 200 € pour un couple. Ça, c'est vraiment un point à ne pas oublier. Ça n'est pas calculé par votre, par votre compagnie d'assurance parce qu'il s'applique sur l'ensemble des contrats d'assurance dont vous pourriez être bénéficiaire. Et donc, les compagnies d'assurance, ne sachant pas, par définition, si vous avez souscrit d'autres contrats auprès d'autres compagnies ou auprès d'autres banques, c'est à vous à bien calculer cet abattement sur les intérêts que vous avez à déclarer. Ce qui peut être aussi intéressant à savoir, c'est que en fonction de votre revenu fiscal de référence, et notamment celui de N-2, donc pour les revenus 2020, il faut regarder votre revenu fiscal de référence au titre de l'année 2018. Si vous êtes célibataire et que vous avez un revenu fiscal de référence inférieur à 50 000 € ou pour un couple 75 000 €, vous pouvez demander à ce que l'organisme payeur ne vous prélève pas au moment du paiement ces 12,80.
Donc, il y aura toujours cette histoire de CSG, mais vous n'avez pas l'obligation d'être amputé tout de suite des 12,80. Alors, attention, demander la non-imputation des 12,80 sur le versement au titre de l'organisme payeur ne dit pas que vous êtes exonéré. Lorsque vous ferez votre déclaration d'impôt sur le revenu, bien évidemment, vous devrez déclarer ces revenus et l'administration fiscale vous taxera de facto à 12,80. Ce n'est juste que vous gagnez, entre guillemets, si je les dividendes versés en janvier d'une année, vous payez l'impôt, on va dire, en août ou en septembre de l'année N+1, ça vous fait un petit gain de trésorerie. Et pour certains produits, notamment de contrats de capitalisation et d'assurance vie, la règle est à peu près la même, sauf que pour un célibataire, votre revenu fiscal de référence ne doit pas dépasser 25 000 euros et pour un couple, 50 000 euros. Alors, comment procéder Avant le 30 novembre de l'année qui précède la date du paiement des produits, vous devez informer l'organisme payeur ou l'entreprise, la société qui vous versera, par exemple, des dividendes, que vous relevez bien de cette catégorie fiscale. Je dirais, donc vous devez préciser que votre revenu fiscal est bien inférieur à 50 ou 75 000 euros et dans ce cas, l'organisme ne vous prendra pas les 12,80. Mais dans tous les cas, elle vous prendra bien les 17,20 puisque la CSG est automatiquement versée à l'administration fiscale par l'organisme payeur. Alors là, vous retrouvez un petit tableau pour connaître les spécificités des prélèvements qui peuvent être, donc qui sont soit non libératoires ou libératoires. Et vous voyez que pour la partie libératoire, ça concerne essentiellement quand même les contrats d'assurance vie et encore une fois, en fonction de l'année à laquelle vous avez souscrit le contrat, et notamment pour les contrats très anciens, puisque vous voyez qu'avant janvier 90 ou entre 83 et 89, alors pour quelle raison? C'est parce qu'à l'époque, vous aviez une fiscalité très attractive sur ces produits. Et au fur et à mesure des lois de finances, on est venu un peu alourdir, entre guillemets, cette niche fiscale qui est l'assurance vie. Alors, pour les revenus mobiliers, par exemple, dividendes ou intérêts de compte courant, la règle, depuis le 1er janvier 2018, c'est le prélèvement forfaitaire non libératoire de 30%. Mais vous avez la possibilité, au moment de votre déclaration d'impôt sur le revenu et en fonction de votre taux marginal d'imposition, d'indiquer à l'administration fiscale que vous souhaitez non pas être prélevé à un taux forfaitaire de 12,80, mais être imputé. L'impôt sera calculé sur votre taux marginal d'imposition. Alors, dans ce cas, quand vous décidez d'être taxé au barème progressif, que Janie vous a expliqué, 0, 11, 30, 41, 45%, vous avez quelques avantages, et c'est là où il y a lieu de faire un petit calcul. Le premier avantage, c'est que lorsque vous avez des dividendes qui sont taxés à un barème progressif, vous avez le droit, de facto, à un abattement de 40%. C'est-à-dire, vous avez 10 000 euros de dividendes bruts. Si vous les taxez au barème progressif, la base fiscale qui sera retenue pour calculer votre impôt sur revenu est de 6 000 euros. Si vous avez des déficits antérieurs, ils s'imputent. Et également, vous avez le droit à la déduction d'une partie de la CSG. Ce qui est un point important pour cette année. Je ne sais pas si vous aviez entendu le débat qu'il y avait pu avoir au moment du passage à la prélèvement à la source, et notamment sur est-ce que je taxe ou pas au barème progressif. Vous avez la petite case ici, la case 2OP. C'est là, en cochant cette case, vous indiquez à l'administration fiscale que vous souhaitez être taxé au barème progressif. Alors, 2 points. Cette année, si l'année dernière, vous aviez formulé l'option pour être taxé au barème progressif sur vos revenus mobiliers, l'administration fiscale a automatiquement coché cette case. En d'autres termes, si vous ne voulez pas être taxé au barème progressif, n'oubliez pas de décocher cette case cette année. Et l'autre point très important à notifier, à savoir sur les revenus mobiliers, l'option pour le barème progressif est réalisée pour l'ensemble des produits. Je m'explique. Vous savez que pour les titres détenus avant le 1er janvier 2018, si vous détenez des actions ou des parts sociales d'entreprise, vous pouvez, sous certaines conditions, notamment lorsque vous taxez au barème progressif, bénéficier d'abattements pour durée de détention. Mais si vous percevez la même année des dividendes et vous dites, tiens, mes dividendes, je vais les taxer au prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,80 et
puisque je viens de faire une plus-value sur la vente de ma société et je souhaiterais bénéficier des abattements, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, soit vous choisissez l'ensemble de vos revenus taxés au barème progressif ou un prélèvement forfaitaire. Donc, on vous invite quand même à la prudence, les années où vous faites certaines opérations exceptionnelles, de bien calculer l'avantage fiscal pour vous, d'être taxé soit au barème progressif ou d'être taxé à un prélèvement forfaitaire de 30%. Et je rappelle, dans les 30%, vous avez l'imposition à 12,80 et la CSG à 17,20. Lorsque vous avez des revenus mobiliers à déclarer, bien évidemment, vous les déclarez toujours pour leur montant brut. Les sommes, les dividendes que vous avez pu percevoir provenant d'un PEA, pour la partie exonérée, ne doivent pas être pris sur la ligne 2DC, donc vous n'avez pas à les déclarer. Vous n'avez à déclarer que les dividendes des titres non cotés détenus dans un PEA, uniquement pour la fraction des produits qui dépassent les 10% de la valeur d'inscription sur le plan, comme vous le savez. Et ces sommes doivent être, elles, déclarées sur la ligne 2 FU, destinée pour dividendes imposables des titres non cotés détenus dans le PEA. Depuis quelques années, vous avez l'évolution quand même des prêts participatifs, ce qu'on appelle couramment le crowdfunding, et vous avez aussi maintenant le nouveau contrat que Janie vous a présenté aussi tout à l'heure, qu'on appelle le plan d'épargne retraite, où là, vous avez la possibilité et le devoir d'ailleurs de déclarer les intérêts. Alors, sur une ligne bien précise, c'est la ligne 2TT pour ce qui concerne les intérêts prêts participatifs ou les produits des PER lorsque vous avez décidé de les sortir. Comme Janie vous l'a dit aussi, cette année, lorsque vous aviez la possibilité, lorsque vous étiez travailleur non salarié, de sortir par anticipation certaines sommes sur un plan d'épargne retraite individuel ou anciennement Madelin Retraite, la partie des intérêts provenant de ce rachat est défiscalisée, donc vous n'avez pas à l'indiquer. Et si vous avez aussi eu l'occasion de réaliser des investissements sur des prêts participatifs, et depuis le 1er janvier 2017, et si vous avez réalisé des pertes antérieures en cas de non-remboursement de votre investissement, mais dans la limite de 8 000 €, vous pouvez les imputer sur les intérêts qui proviendraient d'autres produits issus de prêts participatifs, et ce, pendant une durée de 5 années. Autre point aussi important et autre avantage, entre guillemets, fiscal qui vous est offert jusqu'au 1er janvier 2023, vous savez qu'avec la mise en place du plan d'épargne retraite individuel en octobre 2019, l'administration fiscale aussi, pour inciter les épargnants et les contribuables à adhérer à ce nouveau contrat de capitalisation, j'oserais dire, pour votre retraite, à retirer certaines sommes qui proviendraient de contrats d'assurance vie qui ont plus de 8 ans. Et si vous retirez des sommes sur des contrats d'assurance vie, alors attention, je vais modérer mes propos, je ne vous dis pas de les ressortir, mais si vous avez des vieux contrats qui, par exemple, aujourd'hui, ne seraient pas très attractifs en termes de rentabilité, là, effectivement, il y aurait peut-être un sujet. Donc, je reviens, si vous avez des anciens contrats d'assurance vie qui ont plus de 8 ans et que vous voudriez répartir votre patrimoine sur des contrats plan d'épargne retraite pour bénéficier également, je rappelle, vous avez le droit à une réduction d'impôt, une déduction, pardon, de votre base imposable lorsque vous faites des versements sur le plan d'épargne retraite individuel, tel que Janie vous l'a expliqué. Tout à l'heure, vous avez vu qu'on avait un abattement sur les intérêts pour les contrats de plus de 8 ans de 4 600 ou de 9 600 €, 9 200 €, pardon, si j'étais célibataire ou marié. Là, exceptionnellement, jusqu'au 1er janvier 2023, je sors de certains contrats d'assurance vie qui ont plus de 8 ans, une certaine somme que je réinvestis sur un contrat de plan d'épargne retraite individuel. Cette fois-ci, les produits issus de ce rachat sont exonérés pour un célibataire jusqu'à 9 200 € et pour un couple marié ou pacsé, j'ai un abattement de 18 400 €. Donc, vous voyez bien que l'administration fiscale fait un effort pour vous inciter à adhérer à ce nouveau contrat retraite. Comme je vous disais tout à l'heure, vous avez la possibilité, dans certains cas, et dans quel cas uniquement lorsque vous taxez vos revenus au niveau du barème progressif, de déduire une quote-part de la CSG que vous avez eue, malheureusement,
dû payer au titre d'une année. Et ce montant représente 6,80% de la CSG que vous avez réglée. Donc c'est là où je vous invite à vérifier parce que ces sommes sont issues d'un imprimé fiscal unique qui est établi chaque année par les établissements payeurs et il peut y avoir des erreurs. Donc je vous invite quand même à vérifier et à bien préciser si les revenus ont déjà fait l'objet d'un prélèvement social avec CSG déductible ou avec une CSG non déductible. Alors, petit point spécifique quand même d'attention, c'est si vous êtes travailleur non salarié, hein, donc c'est-à-dire que vous êtes associé et gérant d'une SARL, d'une société en exercice, une SEL, une société d'exercice libéral. Je ne vais pas dire malheureusement parce que c'est pas le terme, mais il faut savoir qu'une partie des dividendes qui vous est versé ne relève pas de la CSG au taux de 17,20, mais vous relevez du régime social dont vous dépendez, par exemple pour un commerçant, de la sécurité sociale des indépendants. Et donc, il ne faut pas déclarer la quote-part des revenus distribués qui dépasse 10% du capital, pour faire simple, hein, et des comptes courants. Ces sommes n'ont pas à être déclarées, puisqu'elles seront déclarées au moment des cotisations au niveau de la sécurité sociale des indépendants. Et là, c'est un point très important à faire. Oui, ce qui est important à savoir aussi, c'est que dans ce cas, lorsque les fractions des revenus excèdent les 10%, c'est la ligne 2DG en fait qui doit être remplie. Et le deuxième point aussi, c'est si vous êtes travailleur non salarié et que vous avez également une activité non salariée dans un autre pays de l'Union européenne, les revenus de source française sont redevables d'un prélèvement dit de solidarité de 7,5%. Et ça, il y a lieu aussi de le préciser à l'administration fiscale sur la ligne 2DG. Donc la ligne 2DG, c'est celle qui précise que vos revenus ont déjà été soumis au prélèvement de solidarité de 7,5%. Nous allons passer au crédit et réduction d'impôts. Donc les crédits et réductions d'impôts, vous devez utiliser les déclarations 2042 et 2042 RICI comme réduction et crédit d'impôt. Alors le principe, c'est qu'une réduction d'impôt s'impute à hauteur de l'impôt dû. Le reliquat est perdu dans 90% des cas, alors que le crédit d'impôt s'impute sur votre imposition et si votre crédit d'impôt est supérieur à la totalité de votre imposition due, l'administration fiscale vous procédera à un remboursement. Alors en principe, quand vous êtes non résident, vous ne pouvez pas bénéficier de ces réductions de crédit d'impôt, sauf dans certains cas, et notamment lorsque vous êtes ce qu'on appelle les non-résidents Schumacher, c'est-à-dire des non-résidents, vous habitez par exemple dans un pays de l'Union européenne et vous percevez en France au moins 75% de l'ensemble de vos revenus. Dans ce cas, vous pouvez être considéré, donc vous êtes non-résident Schumacher, ça veut dire que l'administration fiscale, en synthèse, vous considérera comme un résident fiscal français et vous pourrez bénéficier dans ce cas des réductions et crédits d'impôt tels qu'un franco-français. Alors là, on vous a mis la liste des crédits et réductions d'impôts tels que vous pouvez les retrouver sur la 2042 et la 2042 RICI, en sachant que malheureusement, nous n'avons pas la possibilité de voir l'exhaustivité de ces crédits d'impôts et réductions d'impôts. Et donc, les réductions en gras seront vues incessamment sous peu. Donc, vous avez le plus connu et peut-être pas le plus utilisé, c'est l'emploi à domicile. Alors, depuis quelques années, c'est un crédit d'impôt, parce qu'il y a encore 3-4 ans, vous savez qu'en fonction de votre propre régime, vous pouviez être en crédit d'impôt ou en réduction d'impôt. Là, il n'y a plus de sujet, vous êtes en crédit d'impôt, avec un plafond de dépenses fixé à 12 000 euros. Et vous pouvez avoir une majoration pour enfants à charge ou rattachés, avec une seconde limite, cette fois-ci, qui est fixée à 15 000 euros. En d'autres termes, jusqu'à un couple marié, 2 enfants, le plafond il est de 15 000 euros. Si vous avez plus de 2 enfants, l'avantage de la majoration de 1 500 euros ne s'applique plus. Alors, bon à savoir, c'est que le bénéfice de l'emploi à domicile s'applique tant pour l'emploi d'une personne pour la résidence principale, mais également pour la résidence secondaire ou
également pour la résidence de l'un ou de vos descendants s'ils remplissent les conditions pour bénéficier de l'allocation personnalisée d'autonomie. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est que la première année où vous bénéficiez de ce crédit d'impôt, la limite de 12 000 euros, elle est portée à 15 000 euros la première année. Le deuxième point à savoir également, c'est que au-delà de ce plafond donc, de base de 12 000 euros, hormis celui que vous pouvez obtenir lors de la première année, pour certaines dépenses, il y a un plafond spécifique. Alors, pour les travaux de petit bricolage, la dépense est fixée à 500 euros. Pour les dépenses d'assistance informatique et Internet, toujours à domicile, 3 000 euros. Et pour les petits travaux de jardinage, là également, c'est un plafond spécifique qui est de 5 000 euros. Pour les dons, vous savez que vous avez le droit à une réduction d'impôt cette fois-ci. Donc, la réduction d'impôt est de 75% ou de 66%. Alors, 75%, ce sont les organismes d'aide aux personnes en difficulté. Et pour le reste, c'est 66%. Ce qu'il faut savoir, c'est lorsque vous faites la réduction au profit de personnes en difficulté, les versements sont retenus dans la limite de, pardon, il y a une faute là, c'est limite de 1 000 euros. Et la fraction qui dépasse ces 1 000 euros est automatiquement ajoutée au plafond, à la réduction d'impôt qui ne sera plus soumise à 75%, mais à 66%. Et si jamais vous faites des versements au profit d'un parti politique, la réduction au profit d'organismes d'intérêt général, le plafond est de 20% de vos revenus imposables. Donc, c'est-à-dire que la réduction éligible à la réduction de 66% est plafonnée à 20% de votre revenu imposable, alors que tout à l'heure, lorsque c'était une réduction de 75%, la limite était de 1 000 euros. Et pour les partis politiques, le plafond est de 75 000 euros par an et par foyer fiscal. Également, les cotisations syndicales, vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt, cette fois-ci de 66% dans la limite de 1% de votre salaire, et c'est le salaire brut, donc bien avant l'abattement de 10%. Et si jamais vous décidez de faire les frais réels, la cotisation syndicale, elle, peut être incluse directement dans vos frais réels. Autre avantage aussi, si vous avez des enfants poursuivant leurs études, alors ils doivent poursuivre leurs études durant l'année scolaire en cours au 31 décembre 2020, vous bénéficiez d'une réduction d'impôt forfaitaire. Alors, elle est de 61 euros pour les enfants en études secondaires, 153 euros pour les études également du secondaire, mais du deuxième cycle, c'est-à-dire le lycée, et 183 euros pour l'enseignement supérieur. Alors attention, si vous êtes séparés ou en garde alternée, la réduction d'impôt est bien évidemment divisée par 2. Et point d'attention, si vous avez des enfants en apprentissage ou en congé formation, par exemple, vous ne pouvez pas bénéficier de cette réduction d'impôt forfaitaire. Vous pouvez également bénéficier d'un crédit d'impôt pour les frais de garde d'enfants. Et ce crédit d'impôt représente 50% autant pour moi des dépenses engagées pour les enfants de moins de 6 ans au 1er janvier de l'année où l'on déclare les revenus. C'est-à-dire que pour 2020, vos enfants doivent être nés avant le 31 décembre 2013. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est bien pour les enfants de moins de 6 ans, et il s'agit des frais de garde retenus dans la limite de 2 300 euros par enfant. Donc, si vous avez une dépense supérieure, on ne retiendra que 2 300 euros et le crédit d'impôt s'appliquera à hauteur de 50% sur ce montant. Et bien évidemment, comme tout à l'heure, lorsque les enfants sont en garde alternée, les frais de garde ne sont plus limités à 2 300 euros cette fois-ci, mais à 1 150 euros, puisque vous avez compris que l'on impute la moitié. Alors, nouveauté Covid, vous savez que, ce qui est vrai d'ailleurs, si vous êtes détenteur de parts dans une société civile immobilière, mais aussi si vous détenez un bien immobilier en propre, l'administration, le gouvernement avait mis en place une aide spécifique et avait demandé aussi un effort de la part des bailleurs, notamment pour le dernier confinement du mois de novembre. Et si vous avez réalisé
un abandon de loyer au titre du mois de novembre, vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt de 50% du montant de l'abandon. Alors nous, ce qu'on vous recommande, bien évidemment, c'est parce que le locataire qui va bénéficier de votre abandon de loyer doit répondre à certaines conditions. Donc nous, on vous recommande d'obtenir l'attestation de l'expert comptable du locataire confirmant qu'il rentre bien dans les conditions d'éligibilité du dispositif. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est si votre locataire fait partie d'une entreprise dont l'effectif est compris entre 250 et 5000 salariés, cette fois-ci, le montant de l'abandon n'est retenu que dans les limites des 2/3. Donc ça, n'oubliez pas. Et il y a lieu, bien évidemment, de le formaliser par une demande du locataire qui vous demande d'abandonner le loyer du mois de novembre. Et ensuite, vous pouvez bénéficier du crédit d'impôt. Alors, si l'abandon a été fait en 2020, vous bénéficiez de l'abandon ici sur les revenus de 2020, mais si la demande a été formulée en 2021 et que vous avez accepté en 2021, le crédit d'impôt, cette fois-ci, ne sera valable pour vous, quand bien même il s'agit du loyer du mois de novembre 2020, uniquement l'année prochaine, quand vous ferez votre déclaration d'impôt sur revenu de l'année prochaine. Alors, on aurait pu choisir beaucoup de crédits, réduction d'impôts, Pinel, qui existent, où c'est lié pour vous rappeler un peu les conditions. On a pris le de Normandie, notamment le de Normandie ancien, qui est le petit nez, puisque vous savez que tout ministre du logement se doit d'avoir un texte fiscal à son nom. Et donc, le dernier en date, c'était le de Normandie ancien pour les investissements locatifs rénovés dans le secteur intermédiaire à compter du 1er janvier 2019. Et pour l'instant, il n'est accessible qu'aux investissements qui seront réalisés jusqu'au 31 décembre 2022. Alors, le de Normandie ancien, en grosso modo, il consiste en quoi? Il consiste en, on achète un bien et on s'engage à réaliser au moins 25% du prix d'acquisition en travaux d'amélioration. Alors, le de Normandie ancien ne s'applique pas partout en France, il s'applique dans 222 villes qui ont mis en place un programme Action Cœur de Ville. Et il faut savoir qu'à l'origine, il avait été mis en place vraiment pour la rénovation des cœurs de ville et il a été élargi à l'ensemble des villes qui sont éligibles à ce de Normandie ancien. Alors, l'avantage de la réduction d'impôt pour le de Normandie ancien, en fait, il est calqué sur la réduction d'impôt qui existe pour le Pinel. Et donc, cette réduction d'impôt dépend de la durée d'engagement que vous avez formulée. Si vous formulez un engagement de location de 6 à 12 ans, le taux varie de 12 à 21%, c'est-à-dire que vous avez trois taux, 12%, 18% et 21%. Vous aurez donc la base fiscale, bien évidemment, c'est l'achat de l'immeuble, plus l'ensemble des travaux, en rappelant qu'ils doivent au moins, être représentés 25% du prix d'acquisition. Et donc là-dessus, sur 6, 9 ou 12 ans, vous appliquerez une réduction de 12, 18 ou 21%. Pour en savoir quand même, puisque nous sommes dans les trucs et astuces, c'est que c'est plafonné à un achat, un montant d'investissement initial de 300 000 euros, acquisition plus travaux. Que si vous faites une acquisition en bien démembré, c'est-à-dire que vous n'avez pas la pleine propriété du bien, vous ne pouvez pas bénéficier du de Normandie ancien. Et point d'attention aussi, en tout cas 2 points d'attention, c'est que les travaux d'amélioration doivent être achevés au plus tard le 31 décembre de la 2e année qui suit votre acquisition. Et donc ça, il ne faut pas prendre de retard parce que sinon ça peut très vite remettre en cause le bénéfice de la réduction d'impôt. Et n'oubliez pas également que le locataire doit être éligible à des conditions de ressources pour que vous puissiez bénéficier de ce de Normandie ancien. Et donc, c'est bien au moment de la mise en location et à chaque fois que vous ferez rentrer un nouveau locataire que vous devrez vous assurer qu'il relève bien de cette catégorie fiscale. Et si vous passez par une agence immobilière, souvent, en lui précisant que vous bénéficiez du Normandie ancien, elle fera en sorte de vous trouver cette catégorie fiscale de locataire. Alors ensuite, on passe à la dernière ligne droite, les crédits et réductions d'impôts issus non plus de la 2042 et la 2042
RICI, réduction de crédit d'impôt, mais cette fois-ci, la 2042C Pro, qui relève plutôt de la catégorie des professionnels, les bénéfices industriels et commerciaux ou des professions libérales, par exemple. Alors, vous pouvez avoir des frais de comptabilité, c'est-à-dire que lorsque vous avez un chiffre d'affaires qui est inférieur au régime du micro, donc en grosso modo 72 000 euros, que vous êtes adhérent à un centre de gestion et vous optez pour un régime réel d'imposition, cette fois-ci, les honoraires, par exemple, de votre expert comptable et les frais de centre de gestion peuvent être déduits. Vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt des 2/3 des sommes payées dans l'année avec un plafond de 915 euros par exploitation. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs activités, c'est 915 euros multiplié par le nombre d'activités que vous avez en propre. C'est une petite niche fiscale qui existe encore 2-3 ans à suivre lorsque les centres de gestion n'auront plus l'avantage tel qu'il leur est octroyé aujourd'hui des abattements. Vous avez toujours le mécénat d'entreprise. Vous savez qu'il y a le mécénat d'entreprise pour les entreprises à l'impôt sur les sociétés. Mais lorsque je suis entrepreneur à titre individuel ou profession libérale, je peux bénéficier d'une réduction d'impôt liée à mon mécénat. Et cette fois-ci, j'ai le droit de déduire 60% des montants au titre des dons et versements effectués par votre entreprise. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le plafond a été augmenté et qu'il a été retenu pour les versements jusqu'à 10 000 euros ou 5 000 pour 1000 de votre chiffre d'affaires. Donc là, c'est pour inciter une nouvelle fois les contribuables à faire du mécénat. Et si vous avez également cette fois-ci la possibilité d'acquérir des biens d'œuvres originales d'artistes vivants, à la condition qu'ils soient exposés dans un lieu accessible au public, cette fois-ci, ça reste aussi dans le mécénat et c'est toujours le même plafond de 10 000 euros, de 5 pour 1000. Vous avez le droit aussi à un crédit d'impôt famille. Donc le crédit d'impôt famille, on le rappelle, ce sont pour les sommes, il est donné pour les dépenses engagées afin de permettre aux salariés de mieux concilier la vie professionnelle et la vie familiale. Et cette fois-ci, ce crédit d'impôt, vous avez deux taux. Vous avez un taux à 50% et un taux à 25%. Alors le taux à 50%, il s'applique pour les dépenses liées à la création ou le fonctionnement de crèches ou de halte garderie, pour les enfants de moins de 3 ans. C'est-à-dire que si vous créez une crèche ou que vous participez au fonctionnement de la création d'une crèche, vous bénéficiez d'un crédit d'impôt de 50%. Et de l'autre côté, si c'est plutôt une incitation financière pour financer ce qu'on appelle le CESU, cette fois-ci, votre crédit d'impôt représente 25% des sommes versées, en sachant que le crédit d'impôt est plafonné à 500 000 euros. Et dernier point, c'est la formation des chefs d'entreprise. Lorsque vous êtes chef d'entreprise, et là, bien évidemment, lorsqu'on relève de la déclaration 2042 C-Pro, c'est lorsque votre activité est taxée au niveau de l'impôt sur le revenu, donc c'est en dehors de l'impôt sur les sociétés. Quand bien même, quand vous êtes chef d'entreprise à l'impôt sur les sociétés, vous bénéficiez aussi de cet avantage fiscal. Il ne faut pas oublier que vous avez le droit, si vous avez suivi une formation, alors malheureusement sur 2021, il est possible que vous n'ayez pas eu l'opportunité avec cette crise sanitaire de suivre une formation, mais certains de nos clients ont pu, quand bien même, suivre des formations. Il ne faut pas oublier que vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt à hauteur de 40 heures de formation plafonnée au SMIC horaire. C'est-à-dire que pour cette année, vous pouvez bénéficier, si vous avez suivi 40 heures ou plus de formation, d'un avantage fiscal qui est fixé à 406 euros. Nous en avons terminé avec la présentation. Nous sommes un peu désolés d'avoir été long, mais je pense que c'était passionnant. Et nous avons noté très peu de questions pour l'instant sur le chat. Alors, ce qu'on propose peut-être, effectivement, c'est de passer aux questions-réponses via le chat, parce qu'on n'a pas l'opportunité de vous laisser les micros ouverts. On se fait un plaisir de prendre 2-3 minutes peut-être pour répondre aux questions, ou sinon, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et si nous n'avons pas été clairs, il y a une session de rattrapage ce soir à 17h. Et nous aurons l'opportunité de répondre à cette fois-ci aux interrogations ou si ça mûrit pendant la journée. Bon, écoutez, on vous propose d'attendre 2-3 minutes pour savoir si vous avez des questions sur le chat.
ou sinon, nous vous souhaitons une excellente journée et une bonne semaine.